de place et le choix dans les micros. Merci à tous les trois. Alors, écoutez, Brigitte Vermillet, je me tourne vers vous. C'est avec vous qu'on va commencer nos discussions. Vous êtes la maire de Morringis et vice-présidente déléguée au suivi du, alors, je ne l'écorche pas, le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territorial. Vous ne nous en voudrez pas, mais c'est un peu long, donc on va continuer de dire PCAET, du Grand Orly, Seine-Bièvre. Merci. À votre gauche, c'est Florent Blanchard qui est dans le réemploi du bois avec la société Dodd Objet, qui a aussi son petit stand là-bas. Et vous allez, Florent, nous expliquer comment vous réemployez le bois de façon vertueuse et à quel point c'est une volonté, parce qu'on pourrait faire du design pas éco-responsable. Et puis Nathan Bardin, merci d'être là, tout frais arrivé de Maurice, justement. Et donc c'est vous qui allez représenter le sujet de l'alimentaire, Nathan. Vous êtes le directeur du potager de Marianne dans cette association qui s'appelle Andes. Et on va décrire ça, j'en dis pas trop maintenant. On va voir comment vous récupérez les invendus pour les revendre ou en faire des usages qui n'ont pas encore été développés. Alors, Brigitte Vermillet, on va parler de ce plan. C'est un sacré sujet quand même. Vous êtes en train de travailler à faire se concerter 24 communes, c'est bien ça, pour en sortir des usages qui protègent, je ne sais plus si on doit dire protéger la planète, parce qu'on essaie surtout de protéger les humains qui vivent sur cette planète, c'est bien ça. Alors, racontez-nous comment vous procédez, et puis on va voir où vous en êtes aussi dans cette étape. Je crois que vous êtes en plein dans les discussions. Hein. C'est ça. Celui-là fonctionne très bien. Bonsoir. Alors d'abord, le Grand Orly Seine-Bièvre s'est lancé dans l'élaboration de son plan climat, air, énergie territoriale. On va se la faire court maintenant. Voilà. On a compris ce que c'était. On l'a dit une fois. Voilà. En 2017, c'est une élaboration qui est obligatoire. C'est un document qui est demandé du fait de la loi NOTRe et de la transition énergétique pour la croissance verte. Il a une durée de vie de 6 ans. Et on a une clause de revoyure à mi-parcours, parce que comme vous l'avez dit, c'est un document extrêmement lourd. On pourrait résumer, c'est un plan d'action. Voilà, un plan d'action au service de la transition écologique. Il est présenté comme un outil. Voilà, c'est un outil, un couteau suisse, mais c'est effectivement un plan d'action d'abord, qui s'oriente autour de 3 axes. 41 actions qui sont listées pour le Grand Orly Seine-Bièvre. Et il est édité, en tout cas, pour répondre à une triple urgence climatique, énergétique et sociale. Oui. Et il est donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, conduit par 24 communes. Alors, en fait, ce plan, il existe pour aider à appliquer la loi, alors attendez, là aussi, la loi pour l'énergie verte. La loi NOTRe pour la transition énergétique. Ça veut quand même dire qu'elle n'est pas facile à appliquer, c'est quand même ça que j'entends. Non, rien n'est simple. Ce plan est surtout destiné à engager les acteurs d'un territoire et les orienter vers la réduction des impacts environnementaux des actions, mais aussi des mobilités. On sait que les mobilités aujourd'hui génèrent un certain nombre de nuisances au niveau de l'air, au niveau du bruit. C'est aussi renforcer la sobriété énergétique, mais que ce soit pour les collectivités comme pour les entreprises. C'est aussi valoriser les déchets pour en faire des ressources. Et là, on pourrait citer le travail qui est fait notamment avec les entreprises du bâtiment. Puisque... C'est un secteur que vous connaissez bien. Oui, on parle beaucoup de... Oui, parce que j'ai une autre casquette, puisque je suis présidente d'une filiale du groupe Semardel en Essonne. N'est-ce pas, Patrick? En Essonne. Il s'y passe beaucoup de choses. Et effectivement, quand on regarde la valorisation des déchets du bâtiment, à l'échelle de l'intercommunalité, enfin du Grand Orly Seine-Bièvre, on a 17 projets d'aménagement urbain, plus de 70 grands chantiers, plus de 4 millions de tonnes de déchets de matériaux. Donc à un moment, il faut se poser les questions. Donc quand on valorise ces matériaux, c'est moins de camions sur les routes, c'est moins d'utilisation de ressources de matières premières, c'est plus d'emplois aussi locaux, non délocalisables. Voilà, tout ça peut concourir à un schéma vertueux. Donc effectivement, on essaie d'avoir une approche, je dirais, résiliente,
durable et surtout transversale, parce que chacun doit prendre sa part. Alors, je pense que sur les constats, tout le monde est en phase, hein. Après, sur le comment faire, vous qui pilotez ces concertations, est-ce que vous voyez les gens, les personnes concernées, les maires, se mettre d'accord sur le comment faire? Qu'est-ce que vous vivez là concrètement au sein de ces discussions? Je ne pilote pas ce plan d'action toute seule, puisque c'est avec le concours du président Le Prêtre que nous le faisons. Et effectivement, c'est un gros travail de concertation à la rencontre des 24 maires, comme vous l'avez dit. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que chacun d'entre eux, et c'est une chance pour nous, parce que le travail est quand même plus facile à réaliser, a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer à consommer ces ressources comme elles ont été faites jusqu'à présent. Et donc, il y a un certain nombre de choses à changer. Alors, nous sommes 24 communes, ce qui ne veut pas dire que les 24 communes portent les mêmes actions. Chacun a son identité, ses projets. L'intérêt, c'est d'avoir une vision commune sur ce territoire et de structurer toutes ces actions qui sont au service de la transition énergétique. Et puis chacun a probablement déjà des choses initiées. Bien sûr. On parle de choses qui sont... Bien sûr, il y a déjà des tas de choses qui ont été initiées. En tout cas, le rôle du PCAET et du Grand Orly Seine-Bièvre dans cette mission-là, c'est surtout de structurer et de renforcer la visibilité justement de toutes les actions qui sont portées par les uns et par les autres, et de pouvoir les mettre à profit, en tout cas, en matière d'économie circulaire. Et alors, Brigitte Vernier, si je tire le sujet de ce plan climat et avec la question de la labellisation qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous être facilitées du fait de cette labellisation? Est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce qu'on peut imaginer des Je ne sais pas s'il y en aura. Toujours est-il qu'on a tous conscience, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités ou l'État qui doit jouer son rôle aussi, que l'on doit passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Voilà, très clairement. On ne peut pas continuer sur ce modèle. Il nous faut absolument réduire les impacts des activités humaines sur les écosystèmes et sur le climat. Et puis, d'une certaine façon, ça va nous obliger tous, là aussi, quand je disais que chacun doit prendre sa part, ça doit nous obliger chacun à re-questionner aussi nos modes de consommation, nos modes de production. Écoutez, vous tendez la perche pour aller questionner ces messieurs qui vous entourent et qui vous donneront certainement l'occasion de réagir. Alors, on a parlé du bâtiment, alors je vais commencer avec Florent. Donc, je le disais, Dod Objet. Donc, Florent, vous êtes le créateur de cette entreprise, hein. Vous avez travaillé en agence d'architecture avant. Et puis, il y a ces monceaux, ces 46 tonnes, c'est ça, de déchets? Non, beaucoup plus. Ah, le bon micro. Alors, on parlait du volume de déchets du secteur du bâtiment, rien qu'en Île-de-France. Bonjour. Ah, génial, voilà, on a le bon micro. Bonjour à Pendant ce temps, j'étais en train de poser le décor. Alors, allez-y, faites-nous peur avec le volume de Donc ça va suivre déchets. ce que parlait Madame Vernier. Nous, en fait, on revalorise les déchets du BTP. Et donc, alors je crois que c'est pas en Île-de-France, mais c'est en France, 46 millions de tonnes de déchets non revalorisés par an. 46 millions de tonnes de déchets non revalorisés par an. Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 1% qui est revalorisé, mais en réalité, c'est moins, c'est pour pas dire zéro. Et donc, pourtant, vous y bossez, hein, mais... on y travaille. Donc, moi, je suis le fondateur de Dod Objet. J'ai créé la société en 2016 et on a pris la direction vraiment de travailler dans le réemploi en 2018. Et on a connu une belle croissance, donc on est passé de 1 à 12 personnes aujourd'hui. Donc c'est une vraie petite entreprise. Voilà, en 3 ans. Donc on est implanté sur le Val-de-Marne. Et on a eu le soutien, on a été soutenu l'année dernière par la région Île-de-France, France Relance. Et on serait ravis d'augmenter les chiffres de France 2030. Aussi, je crois que vous l'avez dit. Par l'ADEME, oui. Ça y est, le matchmaking est fait. Là. Nous, typiquement, on développe au quotidien des partenariats avec des entreprises, des institutions, des mairies, pour sourcer les déchets sur des chantiers, dans des collectivités. Alors, on va essayer de s'imaginer les choses. Donc,
une cité scolaire qui est complètement démolie. Il y a 60 poutres, c'est ça? Alors là, typiquement, on travaille avec pour la région Île-de-France et la ville de Paris sur la cité scolaire Paul Valéry dans le 12e arrondissement, où typiquement, ils nous envoient des photos d'anciennes fenêtres qui sont déconstruites du bâtiment, des vieux lambris, des vieilles poutres, et on les transforme en futurs aménagements pour la cité scolaire. Alors, il faut que vous alliez voir sur le stand où parlait Florent après pour voir la qualité des meubles, parce qu'en fait, si on regarde ces mobiliers, alors imaginez des bureaux en chaîne, des plateaux et des piétements très sobres, etc., on ne peut pas imaginer que ça vient du circuit récupération. C'est en fait ça que vous êtes en train de faire, oui, d'enlever le côté un peu fait main, quoi. En fait, moi quand j'ai commencé, je voulais intégrer du réemploi, faire des bâtiments écologiques, des constructions en paille, mais en 2016, on me regardait avec des grands yeux. Et donc je me suis dit, pour vraiment avoir un impact, il faut faut faire des belles choses, il faut emmener les gens, et quand on va être une société plus importante, voilà, quand on va pouvoir avoir plus d'impact, c'est là où vraiment on pourra imposer le réemploi et essayer de faire changer les choses à grande échelle. Une position, en fait c'est ça qui m'a marqué dans notre conversation préparante, c'est la dimension un peu militante, et on va parler d'argent aussi pour l'illustrer, parce qu'il y a quand même il y a un choix à faire, parce que le réemploi, même si le matériau vient vous l'avez sourcé, vous ne l'avez pas acheté en fabricant ou quoi, c'est quand même pas forcément moins cher. Oui, alors en fait, il faut savoir que le réemploi, c'est beaucoup plus compliqué, et 80% en général d'un produit en réemploi, c'est lié au stockage et à la logistique pour avoir la matière. Il faut savoir que donc, nous, on a une personne qui est dédiée quotidiennement, donc qui passe son temps à appeler les partenaires pour trouver la matière au moment où on en a besoin, pour trouver les lieux de stockage. Et donc, une fois qu'on reçoit la matière, il y a aussi des fois où il y a beaucoup de clous dans les poutres, on ne peut pas les revaloriser. La matière, elle est restée dehors pendant 2-3 jours, il a plu, donc elle est inutilisable, il faut la laisser sécher pendant 6 mois. Voilà, donc il y a énormément de frais liés à la revalorisation, au stockage, à l'incertitude aussi du réemploi, et c'est ce qui en fait sa complexité. Alors, dans vos contacts, il y a des architectes, les décorateurs, ceux qui mènent ces projets, etc. Et votre mission, c'est de les habituer à peut-être renoncer à une certaine essence de bois qu'ils avaient imaginée pour leur projet et accepter de faire avec ce qui est disponible. Ça rejoint ce que disait Madame Vermillet, c'est un changement d'état d'esprit complet. Oui, en fait, on a l'habitude de dire maintenant, je veux quelque chose, je vais choisir sur catalogue. Je vais chez Ikea à Thiers. Voilà. Donc, en fait, nous, on sensibilise les maîtres d'ouvrage, les institutions, les architectes. On reçoit dans notre atelier toutes les semaines, on avait encore 15 personnes ce matin, pour montrer comment on fait du réemploi, pour sensibiliser et pour aussi faire évoluer et accompagner sur les projets. C'est-à-dire que le projet qu'on vous a dessiné tel quel, en fait, on peut le voir autrement à partir d'une matière ou d'un gisement. Alors vous appelez ça une gymnastique? Oui, en fait, faut s'habituer avec les maîtres d'ouvrage et les architectes. On a un projet qui était dessiné, je ne sais pas, avec du contreplaqué au boulot. Et en fait, on peut très bien l'imaginer sans changer globalement le projet, mais l'imaginer à partir de panneaux qui ont été réassemblés à partir d'anciennes poutres en bois clair pour garder l'esthétique souhaitée, mais à partir d'un matériau vertueux et de réemploi. Et donc, si on accepte cette gymnastique, cette adaptation, là, on peut être dans des coûts maîtrisés quand même? Oui. Nous, typiquement, on répond à des marchés, à des appels d'offres qu'on remporte. On répond c'est bon signe quand même. On fait des projets donc, publics, on travaille principalement dans le public, et donc on arrive à avoir des prix aussi compétitifs, mais il faut qu'on puisse accepter de ne pas avoir exactement ce qui a été choisi sur le catalogue. Donc il faut que, c'est vraiment un message qu'on lance, que les maîtres d'ouvrage,
décideurs et commandeurs changent leurs habitudes aussi sur ça. Et donc on voit vraiment qu'il y a un engouement. C'est pour ça aussi que nous, on a pu évoluer au niveau de la société et grandir comme ça. Oui, on voit qu'il y a une prise de conscience et ça, il faut continuer pour que le réemploi et l'économie quand circulaire... même, qu'est-ce qui vous ferait gagner quelques points de marge et vous rendrait au moins à prix égal plus facilement ou disons compétitif financièrement? En fait, typiquement, on a passé, il y a 3 ans, on a passé une première année à tout faire à la main. On a fait moins 40 000 €, donc c'est mon argent personnel, j'ai fait des prêts pour qu'on puisse s'en sortir. On est passé quand même de 2 à 5, et en fait on a fait des demandes de subventions pour pouvoir massifier le réemploi, pour investir dans un parc machine qui nous permette d'être plus rentable. Et donc là on a réussi, je croise les doigts, je verrai en février le bilan de l'année. Là on est passé à 770 000 € de chiffre d'affaires contre 300 l'année dernière. Et normalement, là, on a fait du bénéfice en payant tout le monde et en embauchant. Donc là, le but, c'est vraiment de continuer sur cette lancée-là. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'espace de stockage. Ah oui, on appelle à l'aide. On n'a pas du tout répété cette petite partie-là. Donc là, typiquement, il y a 2 jours, sur notre projet Paul Valéry, on a voulu, la société Bouygues Bâtiment libère les poutres qu'ils vont nous donner pour faire du réemploi, mais ils doivent les libérer tout de suite. Et nous, on n'a pas de stockage pour 6 mois parce que le projet qu'on doit faire, c'est dans 6 mois. Et donc là, on essaie de solliciter un peu tout le monde pour avoir un stockage provisoire qui va coûter un petit peu d'argent. Mais donc, si vous avez un peu d'espace, 10 mètres carrés, on est preneur. Voilà. Bon, voilà, ce message-là, il fallait passer. Oui. C'est fou que la capacité à prendre un projet, ça dépend de... Comme quoi tout le monde ne fait pas du dématérialisé et de l'intelligence artificielle. Hein. Quelquefois, il faut des lieux, il faut de la place. Bon, vous soutient à fond, il faut absolument aller voir vos designs qui sont en plus hyper contemporains. Bon. Racontez-nous le chantier. Vous avez fait des bureaux pour l'Académie de Versailles. Vous avez récupéré des portes, c'est ça? Alors en fait, on travaille aussi sur des projets d'architecture, on accompagne les architectes. Et donc là, on a accompagné, c'est l'Éducation nationale et le rectorat de Versailles sur 5000 m² de bureaux. Où typiquement, ils avaient un souhait d'avoir par exemple 200 armoires neuves sur le projet. Et nous, on a réussi à trouver plus de 200 armoires qui allaient être jetées sur un autre chantier. Et on a fait le lien entre les deux. Donc on les a remises en état et ça a permis d'économiser sur le projet 140 000 € et de faire de l'économie circulaire. C'est génial. Bon, pardon, ça se passe à Versailles, hein, mais c'est bien quand même. Bravo. C'est génial, merci. Bon, merci. Vous restez avec nous après, on pourra aller voir, et puis bien sûr leur site internet d'objets, DOD, hein, et voilà, on sait où vous trouvez maintenant, et vous avez été repéré. Vous, peut-être une réaction, si vous avez envie, vous qui connaissez ce secteur du bâtiment et forcément l'ampleur de ces déchets, ça vous fait réagir? Ce qui me fait surtout réagir, c'est que quand j'entends des parcours de réussite comme ça, parce que je n'en doute pas, et vous continuerez à réussir parce que les besoins sont énormes, comme sur le BTP ou autre. Avant de venir là, j'étais au prix des créateurs sur Orly International, et c'est la 6e année. Et une 6e année avec 10 concours, enfin 10 jeunes qui viennent présenter des projets. Et là, cette année, on a vu vraiment que ça avait basculé, c'est-à-dire que chacun d'entre eux, que ce soit la belle idée ou dans une autre catégorie, c'est une prise de conscience et tous étaient sur le circuit court, recyclé, valorisé. Voilà. Et on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, que chacun doit prendre sa part, à force de répéter les choses, parce que c'est la force aussi du message, il faut le répéter, eh bien on voit le résultat aujourd'hui. Et vraiment dans tous les domaines, et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est formidable que ça se manifeste et que voilà, ça devienne tangible. Merci pour votre réaction. Alors, passation de micro à Nathan Bardin. On va parler d'alimentaire. Alors, présentez-nous peut-être déjà les 3 missions finalement d'Andes
qui sont complémentaires mais différentes. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors très rapidement, Andes, c'est une association nationale sur la thématique de l'aide alimentaire. C'est une petite association de 15 millions d'euros de budget, histoire de vous donner un peu les ordres de grandeur. On a Issu du groupe SOS. qui appartient effectivement à un groupement associatif qui s'appelle le groupe SOS. Andes fait deux choses. D'abord, c'est un réseau national de 600 épiceries solidaires à travers toute la France. Donc nous, notre rôle, c'est d'animer, de gérer et de développer ce réseau d'épiceries solidaires. Et la deuxième mission d'Andes, c'est de gérer 5 sites, donc à Lille, à Perpignan, à Marseille, à Rouen et à Rungis. Et donc je suis directeur du site de Rungis, qui a 3 missions effectivement. La première, ce sont des structures d'insertion. Donc on en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi, qu'on embauche, qu'on fait travailler, qu'on remobilise avec une mission de remobilisation, de montée en compétences et de sortie derrière, soit vers de la formation qualifiante, soit vers de l'emploi durable. La deuxième mission qu'on a sur les chantiers d'insertion, c'est le rôle de grossiste en produits alimentaires pour les associations d'aide alimentaire, donc les épiceries solidaires bien évidemment, mais les associations et les antennes locales, des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, du Secours Populaire, d'Emmaüs, etc. Sur l'insertion, pardon, c'est une quarantaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur l'entrepôt. On parle d'équivalent temps plein maintenant. On parle d'équivalent temps plein, on est autour d'une trentaine d'équivalents temps plein sur notre entrepôt qui est situé sur le mine de Rungis. Mais en réalité, c'est peut-être 130 personnes, c'est ça par an? Ah, sur l'année, effectivement, avec le roulement qu'il y a, effectivement, c'est beaucoup plus de personnes. Donc voilà, ça c'est sur les chiffres côté insertion. C'est important de visualiser le nombre de personnes que vous touchez. Oui, effectivement. Sur la partie aide alimentaire, on approvisionne 2022, on a fourni plus de 1300 tonnes de fruits et légumes aux associations d'aide alimentaire d'Île-de-France. Et notre troisième mission, c'est un volet lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque même si aujourd'hui on doit acheter une partie conséquente des volumes de fruits et légumes qu'on redistribue, on essaye autant que possible de récupérer des invendus sur le marché de Rungis. Et cet écosystème est suffisamment riche et dense pour nous permettre de capter ces invendus. Et donc en 2022, on a réussi à sauver du gaspillage alimentaire 300 tonnes à travers cette activité. Donc vous en avez récupéré 450, vous en avez sauvé 300, et là vous dites qu'est-ce qu'on fait de la différence? Et c'est tout l'enjeu de ma présence ce soir, effectivement. Roulement de tambour. Exactement, moi ça fait 2 ans que je suis sur le poste de directeur de ce chantier d'insertion, et c'est vrai que j'ai la grosse frustration que j'ai aujourd'hui, c'est effectivement quand on récupère des invendus. Donc effectivement en 2022 on récupère 450 tonnes de fruits et légumes, et en fait on en sauve 300. Et donc sur les 150 tonnes, aujourd'hui on les met à la poubelle. Alors compostage, méthanisation potentiellement, mais très concrètement c'est pas consommé par des gens, donc ça c'est assez problématique. Et ce qui est problématique, c'est quand on met le nez dans ce qu'on va jeter, c'est qu'il y a une grosse partie des produits qui sont cuisinables, qui sont transformables. On va faire des soupes. Exactement, c'est tout l'enjeu effectivement. Donc aujourd'hui, les acteurs de l'aide alimentaire pour la plupart redistribuent les produits bruts, et donc un concombre qui est abîmé sur un quart, qui est moisi sur un quart, une tomate qui est très molle, et aujourd'hui elles n'en veulent pas, elles ne sont pas prêtes à payer même quelques dizaines de centimes d'euros, elles ne sont pas prêtes à payer pour ça, et c'est bien normal. Par contre, la question qu'on doit se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces produits qui aujourd'hui sont jetés. Et donc pour moi la réponse c'est on les transforme. Et le lien avec ce qu'on se raconte tous ensemble ce soir ici, c'est nous, à notre petite échelle, avec nos petits bras sur notre entrepôt du marché de Rungis, on a depuis quelques semaines, enfin quelques mois maintenant, initié un peu un début de structuration de filières d'acteurs qui sont prêts à travailler ces invendus. Donc on va travailler avec des conserveries, avec des restaurants qui sont prêts à jouer ce jeu de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de travailler ces produits qui sont invendus avec toute la complexité que ça intègre, parce que des invendus, c'est beaucoup plus de temps de travail, de préparation, c'est beaucoup plus de manipulation. C'est aussi de l'imprévisibilité. Moi, sur l'entrepôt, je ne suis pas capable de vous dire ce que je vais avoir comme produit, quand est-ce que je vais les avoir, en quelle quantité. En ce moment, j'ai de la tomate et de l'ananas qui sont en train de dépérir un petit peu sur l'entrepôt. Ils viennent du marché de Rungis, donc de partout dans le monde. Et donc l'idée, c'est effectivement, est-ce qu'on trouve les débouchés. Donc on est en train effectivement de structurer un peu ces filières. Avec, pour moi, il y a 2 étapes, il y a 3 étapes. Il y a 1, est-ce qu'on est en capacité de trouver des transformateurs? Étape 2, est-ce qu'on est capable... Un transformateur, c'est un... C'est quelqu'un qui va... Alors ça va être un restaurant qui va être capable de nous prendre les tomates un petit peu trop molles, un petit peu abîmées pour faire du coulis de tomates. Ça va être une conserverie qui va en faire des confitures, des soupes ou des compotes.
Et donc ça, il faut les trouver, il faut trouver ensuite les débouchés, parce qu'il va falloir vendre cette marchandise et des gens qui sont prêts à payer. Et donc la troisième étape, c'est effectivement un modèle économique à toute cette nouvelle filière en train de se structurer et qu'on doit absolument structurer. Et donc jusque-là, encore une fois, avec nos petits moyens dans notre coin, en octobre, alors il y avait des tonnes, je ne pourrais pas... Je pourrais pas concurrencer pour l'instant, mais en tout cas, le mois dernier, c'était 2 tonnes voilà, de fruits et légumes qu'on aurait jetés il y a quelques mois encore et qu'on a sauvés parce que, effectivement, quelques transformateurs étaient prêts à les prendre, à payer. Donc, on a généré du chiffre d'affaires là-dessus, tout petit peu, mais on a généré du chiffre d'affaires quand même. Donc, quelle satisfaction extrêmement plaisant parce qu'effectivement, alors c'est tout petit volume. Alors aujourd'hui, on a livré par exemple 600 kilos. Dans le 91, je vais continuer à maintenir la petite compétition qui existe. On fait des liens. Mais par exemple, sur le 91, effectivement, il y a une conserverie qui développe une offre de transformation. Ça s'appelle les potagers de Marcoussis. Et donc, effectivement, ils sont prêts à prendre et à payer pour des produits et à développer leur activité économique et commerciale là-dessus. Donc ça, on en est fiers. Donc, effectivement, l'idée, c'est que ça soit croissant. Et pour moi, l'étape d'après, et c'est pour ça que je suis là et que j'ai envie de vous parler de ce projet, c'est de dire maintenant, on a besoin de massifier les volumes. Donc, l'enjeu au niveau du marché de Rungis, c'est comment est-ce qu'on passe de 450 tonnes captées à 8000. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de Rungis, c'est 8000 tonnes de biodéchets. En combien de temps? Sur une année. J'ai très peur. Enfin, c'est déjà beaucoup. Non, ouais. Mais oui. C'est beaucoup, mais effectivement, il faut se dire que c'est des produits qui ont... Voilà, on a pris du temps, on a pris de l'énergie, on a pris de la ressource humaine à faire pousser ces choses, et puis ça finit en méthanisation, en compostage, alors que ça aurait pu être consommé. L'objectif, c'est, dans ces biodéchets, il y a des choses qui sont pourries, il n'y a pas de souci, hop, ça part en biodéchets, mais il y a des volumes conséquents qu'on peut sauver du gaspillage alimentaire. Comment on discerne, comment on qualifie, quels sont les critères pour savoir... C'est un travail très fin, effectivement, de réussir à capter les volumes et d'avoir un acteur qui vient catégoriser les produits en se disant, là c'est un produit qui est beau et bon, et donc l'aide alimentaire, l'action à destination des personnes les plus vulnérables peut effectivement et est prêt à récupérer ces produits pour les redistribuer. Il faut privilégier ça, c'est important. Ça, une catégorie en dessous, effectivement, va être un peu moins qualitative, mais peut tout à fait être transformée. Et donc, on redescend comme ça en termes de qualité, et ensuite, on vient structurer les filières d'acteurs. Former vos équipes à mieux qualifier. Oui, nous, on a un gros travail en interne, effectivement, pour identifier et qualifier les produits en fonction des débouchés qu'on peut essayer de trouver. Mais pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive là, collectivement, à passer à l'échelle. Alors, le marché de Rungis aura bien évidemment son rôle à jouer, parce que c'est sur le marché de Rungis... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit jusqu'à présent sur ce projet? Ils sont pour, mais il n'y a plus qu'un, entre guillemets. Effectivement, mais c'est ce dont on a parlé. Il y a des questions de foncier, il y a des questions de modèle économique, il y a des questions d'expertise, il y a des questions de qui on met autour de la table pour raconter ce projet. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est si on passe à l'échelle, il faut trouver des transformateurs et il faut trouver des débouchés. Alors, 2 choses. Les débouchés, pour moi, je compte beaucoup sur les acteurs de la restauration collective. Je pense qu'on consomme beaucoup de compotes dans les cantines scolaires des communes, compotes, de la purée, de la soupe, du coulis. Ça fait du volume et il faut trouver des transformateurs. Alors il y a ces petits transformateurs aujourd'hui qui existent. Certains savent travailler avec la restauration collective, mais pas tous. Et donc, moi, ma question, c'est qui est dispo et motivé pour se mettre autour d'une table et de dire quand est-ce qu'on monte un projet industriel d'activité économique, créatrice d'emplois on monte une conserverie et on oriente les volumes de biodéchets qui sont aujourd'hui des biodéchets, comment est-ce qu'on les oriente autant que possible dans l'aide alimentaire, et pour ce qu'on ne peut pas mettre dans l'aide alimentaire, on le met justement dans cette conserverie, et derrière, il y a des acteurs de la restauration collective qui prennent leur part et qui disent nous, on est prêt à acheter et à redistribuer ces produits dans les cantines scolaires et dans toutes les cantines du territoire. Donc, qui est dispo, et je suis là juste après. Voilà. Il y a une petite énergie un peu en mode personne ne sortira de cette salle sans m'avoir. J'ai une carte de visite pour tout le monde. Voilà. Et peut-être juste en conclusion, effectivement, avec le territoire, on travaille. Moi, j'ai le plaisir d'avoir des échanges assez réguliers et passionnants avec les équipes du territoire, justement, où effectivement, on sent qu'il y a un vrai potentiel, une vraie envie, et on se rend compte que, entre guillemets, l'idée, elle est là. Tout est là. Il faut les bons acteurs autour de la table, sur les débouchés restauration collective, sur les financeurs, parce qu'il va falloir des sous, il va falloir des mètres carrés, il va falloir de l'expertise. Et tout ça, moi je suis déjà persuadé que dans cette salle, il y a déjà tout ce qu'il faut. Et si en plus on prenait le temps de sortir de cette salle, on en aurait encore plus. Donc je porte ce message. La tribune au bon endroit. Voilà. Bravo Nathan Vardan. Merci beaucoup. Cette énergie, ce projet.
enfin, tous les deux, hein, la valeur d'exemple aussi et d'entraînement, d'encouragement, c'est formidable. Une réaction, oui, d'un millier sur le... C'est peut-être pas votre secteur, l'alimentaire, mais enfin, on se sent tous concernés. Ah, décidément. Écoutez, on va mettre de côté le micro. Toujours pas en régie, vous nous aidez un peu. Donc j'enlève celui-ci, on a un petit tri sélectif à opérer. Alors je vous passe le mien et puis je vais en retrouver. Ce que je retiens, moi, c'est qu'effectivement, beaucoup d'énergie et d'idées sur nos territoires. J'ai dit nos territoires, n'est-ce pas, Patrick? Mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de porteurs de projets à notre échelle, que ce soit au département, que ce soit dans nos villes ou au sein du territoire. Et c'est parfois, il leur manque pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, pour que ça puisse basculer à une autre échelle. Sur ce territoire, on sait qu'il y a quand même des milliers quand même de demandeurs d'emploi et des gens très éloignés de l'emploi. Alors c'est un petit problème pour la mobilité, pour pouvoir travailler en horaire décalé. C'est un petit problème d'accès à la formation ou à l'information. C'est un problème de mètres carrés. Et voilà, ce qui serait vraiment formidable, et je pense que c'est un peu le rôle du PCAET et du territoire, c'est d'arriver à mettre tous ces gens-là et d'être le coordinateur. À la fois, il y a des idées, il y a des terrains, il y a du bâti, il y a du foncier, il y a des demandes, et d'arriver à mettre tout ça en musique, puisque... c'est le premier domino. Oui, c'est ça. Parce que le territoire, du coup, a plein de compétences. Que ce soit de la planification, c'est de l'urbanisme, c'est de l'aménagement, et on a une vision du territoire qui pourrait accueillir et leur permettre de développer surtout encore plus leurs activités dont on a besoin. Si je peux, je vais juste rebondir à la notion d'effectivement de porteur de projet. Nous, on est OPAS, association porteur de terrain, on est en capacité d'identifier justement ces opportunités, ces signes faibles, etc. Mais voilà, le développement de ce projet, pour moi, je ne suis pas certain que ce soit forcément l'association Andes toute seule qui viendrait tout porter, la plateforme de tri, la conserverie, etc. Je pense que c'est une discussion partenariale et collégiale qu'il faut qu'on ait. On discute de la gouvernance, du modèle économique, qui contribue à tout ça. Donc voilà, la notion de porteur de projet, il y a celui qui allume la petite mèche au départ, effectivement, qui pousse l'idée, voilà, qui installe l'idée dans le débat collectif, et puis après, effectivement, comment elle est portée. Ensuite, la suite nous le dira, mais voilà, cette notion de porteur de projet, je trouve qu'il y a une vraie dimension collective et partenariale là-dedans. Donc, littéralement, ça se porte. Merci infiniment et bravo à tous les trois. Vous avez